Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième conférence Iségoria de l'année. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Françoise Benamou afin d'aborder avec elle les enjeux liés à la préservation, à l'entretien, mais aussi à la valorisation du patrimoine culturel, et notamment l'articulation entre la valeur économique et la valeur sociale et symbolique des œuvres d'art, des monuments ou encore des supports numériques. Je laisserai dans quelques instants à Laurent Noël, ici présent, le soin de préciser la problématique de cette conférence. Et vais pour ma part vous présenter notre invité de ce soir. Françoise Benamou, vous êtes une spécialiste des sujets économiques liés à la culture, comme en témoignent vos activités dans plusieurs institutions prestigieuses. Agrégée en sciences sociales et en sciences économiques, professeure au sein de l'Université Paris 13, vous êtes également coordinatrice de l'enseignement de l'économie du patrimoine au sein de l'Institut national du patrimoine, qui forme les conservateurs appelés à entretenir et à valoriser les collections publiques. Vous êtes en outre membre, depuis janvier 2012, du collège de l'ARCEP, l'Autorité nationale de régulation des communications. Votre parcours ne pouvait manquer d'apporter une reconnaissance internationale à vos travaux. Citons par exemple votre dernier ouvrage, Économie du patrimoine culturel, paru en 2012, dans lequel vous dressez un état des lieux de la fréquentation et de la valorisation économique du patrimoine français, et aborder la question fondamentale du financement de ce patrimoine, partagé entre la mise en œuvre de politiques publiques et l'implication d'acteurs privés. Vous intervenez également dans de nombreux médias, ainsi sur les ondes de Radio France ou dans la revue Esprit. Vous êtes notamment membre de la chaîne Arte. Vous travaillez en outre en collaboration avec l'exécutif français, pour lequel vous avez contribué en 2011 à la rédaction d'un rapport intitulé « Valoriser le patrimoine culturel de la France », dans lequel vous démontrez l'importance économique du patrimoine français et appelez à des réformes afin de préserver ce dernier et assurer son financement. C'est donc un sujet d'importance qui sera traité ce soir, la question des modalités de sauvegarde du patrimoine, entre la limite des politiques publiques et les risques liés à une valorisation économique par des acteurs privés. Je n'irai pas plus loin dans cette présentation et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une agréable conférence. Je vous remercie. Bonsoir à tous et merci d'être venus assister à cette conférence Iségoria. Chère Françoise Benamou, nous sommes très honorés que la grande spécialiste de l'économie de la culture que vous êtes vienne ici, dans cette école, qui précisément a fait de la culture son tropisme. Alors pourquoi un tropisme culturel à Audencia ? Tout d'abord parce que l'école pense depuis une vingtaine d'années qu'une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine, même si l'un n'exclut pas l'autre. Nous pensons également que la spécialisation peut présenter un certain nombre de dangers, ce qu'on pourrait appeler l'enfermement de l'artisanat, c'est-à-dire de se réfugier dans son expertise, qu'elle soit celle du marketing, du contrôle de gestion, etc., en oubliant un petit peu son environnement. Bien évidemment, ces deux postures ne nous dédouanent pas de nos responsabilités dans les origines de la crise actuelle, comme toute école de management, mais il s'agit tout de même d'une voie que nous ouvrons de manière à ce que les managers soient peut-être plus responsables et ouverts à l'ensemble des contraintes de leur environnement. Alors la thématique de ce soir est donc celle du patrimoine culturel qui, comme l'indique Alexandre, fait suite à la publication de votre ouvrage. Ouvrage qui est une remarquable étude. Remarquable étude tout d'abord parce que le sujet lui-même est très difficile, tant les champs et les supports du patrimoine sont divers. C'est-à-dire que le patrimoine peut tour à tour concerner un édifice, un objet, un individu, comme par exemple au Japon, où un individu peut être qualifié de trésor national, ou une pratique sociale. Alors, chose étonnante, la notion de patrimoine n'émerge en France que tardivement, c'est-à-dire à la Révolution, en 1794, et son champ ne cesse de s'étendre depuis lors. Ainsi, l'UNESCO, qui à partir de 2006, élabore une nouvelle notion, qui est celle de patrimoine immatériel, qui peut porter, par exemple, sur les langues rares. Et là, dans votre ouvrage, on découvre que dans certains pays d'Afrique, plusieurs centaines de langues sont pratiquées, mais qui peut aussi porter sur la gastronomie française, chose dont on peut se glorifier, mais qu'on a quand même un petit peu de mal à saisir. Alors l'émergence tardive du phénomène patrimonial et son extension continue m'a beaucoup interrogé. La question que je me suis posée, c'est comment l'expliquer ?
Et je me propose de vous soumettre ici une hypothèse qui n'a absolument rien de scientifique. Il s'agit plutôt d'une intuition que j'ai tenté un peu d'étayer. Alors, mon intuition est la suivante, c'est que cet intérêt tardif puis accentué pour le patrimoine pourrait avoir un lien avec l'évolution de notre rapport au temps. Je m'explique. Dans l'évolution de notre rapport au temps, il me semble que trois forces agissent simultanément. Il s'agit en premier lieu de l'augmentation des capacités productives depuis à peu près 2 siècles et demi, c'est-à-dire, ne refaisons pas l'histoire, tout le monde la connaît, mais première révolution industrielle au XVIIIe, seconde au XIXe, et puis il y a la révolution des technologies de l'information, plus proche de nous, dans les années 90. Et donc, augmentation des capacités productives, ça veut dire aussi une augmentation des productions humaines. Deuxième force à l'œuvre, l'accroissement de la vitesse. Alors, par vitesse, on peut entendre beaucoup de choses. On peut entendre le déplacement. Et si on ajoute au déplacement la notion de fréquence, on tombe assez rapidement sur le nomadisme. Donc, le déplacement, la communication et la vitesse d'obsolescence. Qu'elle soit liée à une usure ou qu'elle soit technologique. Ce qui signifie que le cycle de vie des produits se réduit. On peut prendre un exemple un peu bateau qui est souvent évoqué, qui est celui des téléphones portables, puisqu'on a la possibilité de changer d'appareil 2 fois par an. Mais on peut aussi prendre un exemple qui est tout à fait en lien avec le sujet que vous traitez, c'est celui des édifices. Si on met en perspective, je sais que la comparaison est audacieuse, mais si on met en perspective la cathédrale de Chartres, qui a été construite en à peu près 56 ans, avec l'édification de l'Opéra Bastille, qui lui n'a pris que 5 ans, on peut s'interroger sur la pérennité de l'un et de l'autre, et avec évidemment une conclusion en défaveur du second. Également, troisième force, donc on disait, pour se résumer, augmentation des capacités productives, accroissement de la vitesse, et troisième force, l'augmentation de la durée de vie moyenne des individus. La conjugaison de ces 3 tendances crée, me semble-t-il, un climat d'instabilité, ce que la nature humaine, soucieuse de racines, de repères, ressent comme un inconfort. Rappelons-nous que rien ne préparait nos ancêtres à cela, puisque au XVIIIe siècle, la vie était communautaire. On naissait à un endroit, on vivait dans une communauté, et on avait quand même globalement toutes les chances de rendre son dernier souffle au même endroit. Ces 3 forces qui ont contribué à changer considérablement nos vies ont pu être ressenties douloureusement. Fascination pour la machine au tournant du siècle. On va réévoquer des choses aussi bien connues, les impressionnistes peignant la gare Saint-Lazare, les architectes modernes, dont Le Corbusier, comparant les habitations à des machines, qu'il s'agisse de l'avion, du bateau, etc. Les futuristes, bien sûr. Cette fascination pour la machine n'a eu qu'un temps. On peut trouver dans la littérature, dès les années 20, je pense en particulier en 1925 avec la publication de l'ouvrage de John Dos Passos, Manhattan Transfer, ce sentiment de dislocation chez les héros anonymes qui sont mis en scène dans le livre. Je dirais en résumé de cette hypothèse et de cette intuition que le besoin de conservation patrimoniale pourrait être lié à l'envie, sinon au besoin, de donner une continuité narrative à nos vies, de manière à en assurer la cohérence et estomper les ruptures. Proposition que je vous soumets, la fréquentation des musées ne s'accompagne-t-elle pas du sentiment de se retrouver ? J'en arrêterai là avec cette divagation. Il me semble prudent à présent de mettre un terme à cet espace de discussion, qu'on pourrait reprendre, mais pas maintenant, plus tard. Voilà, pour revenir à vous, chère Françoise Benamou, et en particulier sur 2 points qui me semblent éclairer d'un jour nouveau des problématiques contemporaines et relativement bien connues ici. Il s'agit tout d'abord de quelque chose que vous évoquez dans votre ouvrage, page 12, de cet ouvrage dont je ne saurais trop vous recommander la lecture, la notion de fétichisme patrimonial. Alors je ne sais pas si le terme vous est propre, mais il est assez évocateur du phénomène. Le fétichisme patrimonial avec un risque de mise en danger de l'équilibre à maintenir entre passé et présent, entre patrimoine et création. C'est-à-dire qu'à trop vouloir
développer et puis entretenir ce patrimoine. Peut-être que dans un contexte de ressources rares, peut-être qu'on aurait tendance à négliger un peu à négliger la création, c'est-à-dire le travail avec les artistes vivants. Ce serait un peu vite oublié. Alors je crois que sur l'ouvrage c'est Chantilly, mais on aurait pu citer, Chantilly s'y prête, mais on aurait pu citer Vaux-le-Vicomte ou Versailles, et oublier que si on admire tant les jardins de Versailles ou de Vaux-le-Vicomte, c'est bien parce qu'à un moment donné, on a décidé de confier à Le Nôtre le réaménagement de ces espaces végétaux. Voilà, donc un artiste vivant. Voilà, donc il y a la question du fétichisme patrimonial qui mérite d'être traitée, et puis il y a également, bien sûr, le lien qui existe entre la mise en valeur patrimoniale et puis l'attractivité économique des territoires, qui est évidemment quelque chose de bien connu à Nantes, puisque c'est la stratégie politique qui a été développée depuis 20 ans, qui est quelque chose qui fait sens sur la communauté et l'agglomération nantaise, qui est souvent évoqué comme un modèle exemplaire, qui lui renvoie aussi à l'expérience de Bilbao, qu'on connaît aussi bien ici. Mais, comme vous l'indiquez dans votre ouvrage, les résultats de ces stratégies sont souvent plus nuancés qu'on pourrait le penser a priori. Voilà, je crois que j'ai déjà trop parlé, et donc c'est avec grand plaisir que je vous invite, Françoise Benamou, à prendre la parole. Bien, bonjour et merci Laurent, et merci de m'avoir invité à participer donc à ce cycle de conférences. C'est toujours un bonheur de venir à Nantes, même si j'ai pas eu beaucoup de temps pour me promener dans la ville, mais il y a cette atmosphère un peu particulière, et effectivement ce mélange du passé et de la modernité qui est inscrit dans la ville. Oui, c'est Chantilly qui est sur la couverture de ce livre. Quand on m'avait proposé une couverture, on avait pensé à Chantilly parce que Chantilly rassemble plusieurs patrimoines. Il y a la nature, avec une conception évidemment un peu domestiquée de la nature. Il y a le cadre bâti, il y a diverses formes patrimoniales. J'avais pensé aussi à un autre lieu, mais c'était compliqué pour des questions de droit, qui était la piscine à Roubaix, donc un lieu tout à fait différent, c'est-à-dire l'usage, la réhabilitation d'un lieu patrimonial qui est une piscine. On ne pense pas immédiatement qu'une piscine peut être un lieu patrimonial pour la transformer en un musée, et c'est un lieu particulièrement intéressant. Voilà. Ça montre bien d'ailleurs la diversité du champ patrimonial, mais j'y reviendrai. Peut-être juste un mot sur votre hypothèse de la durée. Vous avez sans doute raison. C'est assez intéressant d'ailleurs de penser au temps. Quand on pense au patrimoine, on se dit effectivement le patrimoine, c'est ce qui est là pour des siècles, enfin espère-t-on pour des siècles, et donc le patrimoine, c'est vraiment la durée, la volonté de durer, l'inscription dans la durée. Et en même temps, on a réinjecté, en particulier dans la période contemporaine, de l'éphémère dans ce patrimoine qui devrait durer des siècles. Et c'est ce mélange de l'éphémère et de ce qui dure pendant des siècles qui est peut-être intéressant à étudier. Je participe, je suis membre du conseil d'administration du Louvre, et je vois bien comment ce lieu qui est là depuis des siècles et pour des siècles est en même temps un lieu qui organise énormément d'événements éphémères et qui entend par exemple inviter des artistes ou des écrivains, etc., pour des expositions d'une durée très brève, et qui essayent de dialoguer avec les œuvres qui sont, elles, là depuis fort longtemps. Sans doute, le patrimoine a tout simplement un lien avec ce qu'on pourrait appeler le roman national, le récit national, qui effectivement dure dans le temps, mais qui en même temps se réinvente constamment. Cette réinvention qui est intéressante. Voilà, alors quelques mots. Donc, je ne vais pas résister à changer le titre. Donc voilà, le patrimoine comme levier de croissance. Pourquoi j'ai mis ce titre-là ? Parce que je me suis dit, dans cette période de crise qui touche tout le monde, et qui touche en particulier les jeunes dans leur recherche d'emploi, même qui crée tout un questionnement d'ailleurs sur qu'est-ce qu'on va faire et comment on va s'insérer
dans la vie sociale et professionnelle, c'est vrai que le patrimoine est souvent présenté comme un levier de croissance. Et ça depuis pas mal de temps. Disons que c'est une problématique qui s'est beaucoup développée dans les années 80. La crise n'était pas là, ou en tous les cas, il y a eu des moments de crise, mais pas aussi forts que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette problématique est aujourd'hui reprise, et en particulier d'ailleurs par les acteurs de la culture, de manière très forte. Pourquoi ? Entre autres raisons, sans doute, c'est une des hypothèses de travail, mais qui se vérifie de manière assez évidente, les acteurs de la culture se sont dit, mais dans le fond, c'est peut-être le meilleur moyen de convaincre de nous donner justement des moyens. Et de plus en plus, on voit que ce soit les intermittents du spectacle ou la direction du Louvre, pour prendre vraiment deux exemples polaires, à deux pôles complètement opposés de la politique culturelle, on les voit expliquer qu'on crée des emplois, qu'on est un levier de croissance, etc. Je reviendrai là-dessus. Alors, peut-être quelques mots d'introduction sur l'économie de la culture, puisqu'avant d'être spécialiste du patrimoine, je suis sans doute tout simplement spécialiste d'économie de la culture. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est justement un renversement de perspective, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a construit des palais, on a archivé, on a construit des bibliothèques, etc. Et cela résultait de la richesse, soit de quelques-uns, soit de tous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le renversement, c'est qu'on a tendance à penser la culture comme étant justement ce levier de croissance. C'est-à-dire, c'est pas la croissance qui permet d'investir en quelque sorte dans la culture, c'est la culture qui va devenir un levier de croissance. Et donc, cela crée une espèce d'emprise croissante de la logique économique au sein des secteurs culturels. Et de plus en plus, j'étais tout à l'heure dans le quartier de la création, et on voit bien de plus en plus à quel point on va expliquer, par exemple, que certes, on a perdu des emplois industriels, mais grâce à la culture, on va donner une nouvelle vie, non seulement à la population nantaise, mais aussi on va créer de nouveaux emplois et ainsi trouver les moyens de donner lieu à une nouvelle logique de développement économique. Et l'effort collectif, et en particulier l'effort public, qu'il soit local ou central, se justifie par les retombées économiques de la culture. Et il y a de nombreux cas d'école pour alimenter cette hypothèse. Les cas d'école, on les trouve, alors le plus emblématique est sans doute celui du musée de Bilbao, fameux musée Guggenheim de Bilbao, que sans doute tout le monde connaît au moins par l'image, qui était assez frappante, cette construction de Guéry. Il n'y a pas eu que le musée à Bilbao, hein, il y a tout un effort culturel dans le métro et ailleurs pour vraiment faire revivre au niveau culturel cette ville de Bilbao qui était sinistrée au plan industriel. Et on a souvent donné l'exemple de la ville de Bilbao en disant regardez à quel point la croissance est revenue. Mais c'est vrai que ça s'inscrivait dans une période où l'Espagne elle-même bénéficiait vraiment d'un moment magnifique de croissance, notamment à la faveur de son intégration européenne. Et c'est vrai que ce qui sera intéressant à regarder, c'est est-ce que le musée, cet effort culturel plus généralement, va aider Bilbao à résister à la crise. Et c'est là qu'on verra si véritablement cet effet de levier existe ou non. J'y reviendrai. Mais il y a d'autres exemples. Celui de Lens, le Louvre qui s'installe dans la ville de Lens aujourd'hui, avec une problématique qui est assez proche, mais qu'il ne faut pas confondre. Hein. À Bilbao, c'est vraiment la ville la ville et la région qui produisent l'effort nécessaire à la création du musée. Et le musée Guggenheim va donner sa marque, mais uniquement sa marque. D'ailleurs, il ne la donne pas. Hein, il contre quand même beaucoup d'efforts. Alors que du côté de Lens, le Louvre considère qu'il ne s'agit pas de faire une espèce de filière ou de donner une franchise Louvre à Lens. Il s'agit vraiment que le Louvre se prolonge dans la ville de Lens. Et le Louvre, à Lens, c'est le Louvre. Hein, c'est pas simplement une espèce d'excroissance et on y a mis des œuvres de premier plan.
Autre exemple, Metz avec Beaubourg, et il y en a beaucoup d'autres. Mais les exemples de ce développement par la culture, on ne les trouve pas que du côté muséographique, on va les trouver par exemple avec les fameuses capitales européennes de la culture, Marseille aujourd'hui, Lille il y a pas si longtemps, et puis bien d'autres villes européennes, et avec cette volonté d'essayer à cette occasion de justement montrer que la culture est un levier de croissance. Et enfin, on a l'exemple des festivals qui est assez évident. Par exemple, une espèce de contre-exemple, si vous voulez, lorsque le Festival d'Avignon a été annulé il y a quelques années du fait du mouvement des intermittents du spectacle, eh bien, les hôtels, les restaurants, etc., se sont plaints d'un manque à gagner, montrant par là qu'il y avait bien une relation entre économie et culture. Alors, toujours dans cette introduction, avant de discuter cette relation et son contenu et comment on peut la penser, le patrimoine, pour venir vraiment au patrimoine, ce qui est très frappant, c'est ce que j'ai appelé le fétichisme patrimonial, vous avez raison. On pourrait parler tout simplement de patrimonialisation, c'est-à-dire le champ toujours étendu, plus étendue du patrimoine. On a évoqué tout à l'heure des piscines, des jardins et bien d'autres choses. Et cette espèce de passage, si vous voulez, du patrimoine culturel au patrimoine naturel, c'est-à-dire les espaces naturels, mais il y a une patrimonialisation de ce patrimoine, des espaces naturels, et puis aussi patrimonialisation, on part du patrimoine matériel pour aller vers le patrimoine immatériel, dans deux sens du terme. À la fois le patrimoine immatériel au sens de la valorisation par l'immatériel du patrimoine matériel. Nous parlions du Louvre, et ben là, le plus bel exemple de cette valorisation par l'immatériel, c'est évidemment la location, en quelque sorte, de la marque Louvre par l'Émirat d'Abu Dhabi pour le Louvre d'Abu Dhabi pour 30 ans, pour une somme de 400 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, et qui montre, d'une certaine manière, ce que vaut le patrimoine. À la fois, il vaut rien parce qu'il vaut tellement que, d'une certaine manière, il ne vaut rien. Qui pourrait dire ce que vaut la Joconde. Et puis, en même temps, on voit là quelque chose qui ressemble à une évaluation, et c'est bien rare qu'on en ait fait. D'ailleurs, quand, par exemple, la Sorbonne a été approchée dans le même temps par Abu Dhabi pour, elle aussi, prêter en quelque sorte ou louer sa marque, c'est vrai que la Sorbonne n'a pas pensé qu'elle pouvait valoriser sa marque à l'instar de ce qu'a fait le Louvre. Donc, il y a une valeur immatérielle du patrimoine tangible qui est d'ailleurs liée au fait que le Louvre, c'est plus que le Louvre, c'est plus que le bâtiment, c'est plus que les œuvres, c'est aussi, ça dit quelque chose sur l'universel, sur l'art, etc. Et puis, il y a le patrimoine immatériel, celui que nous connaissons tous aujourd'hui. Ce sont les textes numérisés, ce sont les œuvres numériques, c'est tout ce qui passe aujourd'hui par des messages électroniques et qui est considérable. Donc le champ du patrimoine est considérable, ça veut dire que le champ de la protection, parce que qui dit patrimoine, dit volonté de protéger en général. Le champ de la protection est quasi infini, ce qui posera toutes sortes de questions, et notamment une, qu'est-ce que fait l'État ou la puissance publique par rapport à cela ? Parce que dès lors qu'on protège, c'est vrai que c'est une forme d'engagement qui n'est pas que morale, c'est aussi un engagement à dépenser de l'argent, et cela peut faire question. Et il y a d'ailleurs, au sein même de l'État, des conceptions un peu contradictoires. Par exemple, en France, à la fois nous voulons protéger beaucoup et de plus en plus, nous sommes un pays de patrimoine, et en même temps, c'est vrai que nous avons une conception qui, d'une certaine manière, est plus malthusienne que celle, par exemple, des Anglais. Quand vous voyez le nombre de sites protégés en France, enfin de bâtiments protégés, c'est de l'ordre de 40 000. En Angleterre, c'est de l'ordre de 400 000. Mais c'est vrai que ça relève aussi d'un rapport à ce que l'on entend par la protection qui est extrêmement différent, alors qu'au Royaume-Uni, c'est en large partie pris en charge par la population elle-même. En France, il y a un engagement de l'État à éventuellement prendre en charge une partie du financement de la protection qui explique cette visée un petit peu parfois malthusienne. Alors on est donc à la fois, vous voyez, on est déjà dans les contradictions, on a une espèce d'inflation patrimoniale et dans le même temps une volonté peut-être de restreindre le champ tout en l'élargissant, ce qui est
parfaitement contradictoire parce que cela implique des dépenses qu'on ne sait pas très bien comment aborder. Alors regardez, là, il y a plein d'exemples de cet élargissement du patrimoine. J'en ai choisi quelques-uns. Vous voyez, par exemple, Grand Prix en Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse, c'est au Canada. Vous avez l'exemple de l'art du pain d'épices en Croatie du Nord, qui a été récemment classé par l'UNESCO. Vous voyez, on va loin, ou les chants et danses populaires du Rajasthan. Donc, vous voyez quelques exemples, mais parmi plein d'autres, de cette espèce d'inflation patrimoniale qui va vers des terrains qui n'étaient pas les plus évidents. On a évoqué tout à l'heure la gastronomie. Alors, quand on regarde le cas de la France, regardez cette espèce d'inventaire à l'après-vert qu'on pourrait faire de ce qu'il y a dans le patrimoine. Vous avez les collections nationales et les musées. On compte 1212 musées de France en France. Qu'on appelle un musée de France et un certain label, avec une forte concentration en Île-de-France d'ailleurs, et dans la région Rhône-Alpes et PACA. Vous avez bien sûr nombre de sites archéologiques et de fouilles archéologiques, dont un tiers en Rhône-Alpes. Vous avez aussi nombre de lieux qui peuvent être classés, inscrits, et qui implique d'ailleurs d'une certaine manière une limitation au droit de propriété, car dès lors qu'un lieu est classé, ça veut dire que le propriétaire, s'il est privé ou public, peu importe, s'engage à le conserver avec un certain nombre de normes, et je reviendrai sur les conséquences de cela. Vous avez aussi les dispositifs Malraux, etc. Et du côté du patrimoine immatériel, et bien entendu, les savoir-faire, les métiers d'art qui font partie du patrimoine. Lorsque le Premier ministre de l'époque, François Fillon, nous avait demandé à David Tesmar et à moi-même un rapport sur le patrimoine, dans la lettre pour le Conseil d'analyse économique, dans la lettre qu'il nous avait envoyée, enfin dans le... c'était d'ailleurs un discours, il spécifiait bien que ce qui était particulièrement important, c'était les métiers d'art, qui représentent d'ailleurs un certain nombre d'emplois de l'ordre de 40 à 50 000. Vous avez, du côté du Japon, par exemple, le patrimoine, c'est pas seulement le patrimoine matériel, immatériel, il y a même des personnes qui sont classées, en quelque sorte, patrimoine vivant, parce qu'elles sont détentrices, en quelque sorte, de savoir-faire artisanaux ou artistiques que l'on entend faire durer, et on leur demande de les transmettre à d'autres, et on les classe en quelque sorte, on leur donne ce label de patrimoine vivant. Vous avez les fonds d'archives, vous avez les bibliothèques, etc. Et j'arrête ma liste parce qu'elle devient folle. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser, et qu'on doit se poser, on en discutera peut-être tout à l'heure, je ne reprendrai pas cette question-là, la question de Google, par exemple. Quel est le rôle de Google dans tout cela ? Est-ce que c'est un rôle complémentaire de celui qui peut être porté par des projets comme la Bibliothèque européenne, comme Gallica, etc. Ou est-ce que c'est en concurrence? Et par exemple, c'est vrai que le musée d'Orsay a accepté de rentrer dans le projet de Google qui s'appelle le Google Art Project et qui consiste dans la numérisation d'un certain nombre d'œuvres d'art de lieux patrimoniaux, et le Louvre se pose la question. C'est une question compliquée parce que pour beaucoup de lieux, le musée d'Orsay n'est pas un petit lieu, mais plus petit. C'est vrai que Google est une espèce de plateforme qui permet de gagner en notoriété. Le Louvre n'a pas besoin de notoriété, donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à Google ? C'est une question extrêmement complexe et extrêmement difficile. Voilà. Alors après cette longue introduction, je vais essayer de développer quelques points. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de ce que j'avais prévu, parce que je vois déjà le temps passer, pour essayer peut-être de revenir sur justement comment les économistes de la culture parlent du patrimoine, sur la question des politiques publiques et de leurs limites, avec quelques exemples, et peut-être pour dire un petit peu le contraire de ce qu'on lit beaucoup. Alors, peut-être un premier point, pourquoi s'intéresser au patrimoine ? C'est passionnant de s'intéresser au patrimoine parce que c'est un objet, comment vous dire, totalement anti-économique. L'économie, ça s'intéresse à quoi ? À des biens reproductibles. Et le patrimoine, c'est justement ce qui n'est pas reproductible. Ou si on le reproduit, c'est pas à l'identique. Donc, c'est déjà un objet anti-économique, complètement partagé, vous l'avez dit Laurent, et vous avez raison de le dire, entre modernité et conservation.
Qui dit modernité veut dire développement. Alors je vous donne un exemple très concret. Voilà, McDonald's adore s'implanter dans des lieux patrimoniaux, sur des belles places, des beaux lieux, etc. Et qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander, bon d'accord, mais il ne faut pas mettre un gros calicot McDonald's parce que ça fait pas patrimonial. Et donc on est vraiment toujours entre les deux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, jusqu'où on peut aller dans la transformation, mais aussi dans la transformation d'un immeuble. J'avais travaillé à un moment donné sur un phénomène qui est passionnant, qu'on appelle le façadisme, c'est-à-dire on garde les façades des immeubles parce que ça c'est le patrimoine, et puis derrière on les transforme complètement. Alors, est-ce que c'est pas de la dénaturation? Est-ce que c'est encore de la conservation patrimoniale? Ou est-ce qu'on est dans une forme de Disneylandisation du patrimoine? Ce sont des questions vraiment importantes. Le patrimoine, il est aussi complètement partagé entre, justement, le marché et le non-marchand. Qu'est-ce qu'on peut marchandiser? Je donnais l'exemple tout à l'heure de McDo, mais il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qu'on peut marchandiser? Qu'est-ce qu'on ne peut pas marchandiser? Comment on fait? Par exemple, je vous donne un exemple quand même assez amusant. Vous savez que la pyramide du Louvre, évidemment, elle est sous droit. Il y a encore les droits de l'architecte, et donc on n'a pas le droit de la filmer sans demander des autorisations et éventuellement payer des droits. Et donc l'autre fois, je devais donner une interview, et donc j'ai dit aux gens, mais écoutez, il faut qu'on se pousse pour qu'on ne voit pas la pyramide pendant l'interview. Et puis là-dessus, quelqu'un a couru derrière moi et m'a dit, mais attention, vous ne pouvez pas être filmé là, parce que c'est le domaine du Louvre et il faut demander une autorisation. Donc, qu'est-ce qui fait partie du domaine public? Qu'est-ce qui fait partie du domaine privé? Est-ce qu'il n'y a pas des formes de privatisation du domaine public et comment on les gère? Ce sont des questions essentielles. Pourquoi? Parce que derrière là, vous avez aussi des problèmes, pas de marchandisation, mais simplement de valorisation des lieux. Pourquoi? Peut-être pour de mauvaises raisons, mais aussi pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que dès lors qu'on veut conserver des lieux, ça coûte très cher. Et à ce moment-là, c'est vrai que la tentation d'essayer de les valoriser à travers des droits de propriété, entre autres, est extrêmement importante. Je dirais qu'il y a une distinction sous-jacente qui date de Victor Hugo. Victor Hugo disait, à propos du patrimoine, il y a deux choses, je le dis de mémoire, donc peut-être pas ces mots exacts, il y a deux choses dans un monument, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sous-entendu, il peut faire ce qu'il veut, et sa beauté appartient à tous, sous-entendu, il ne peut surtout pas faire ce qu'il veut, puisque ça appartient à la collectivité, et on ne fait pas n'importe quoi avec un bien qui appartient à tous. Et donc on est toujours dans cette contradiction qui me semble extrêmement intéressante, et qui implique des formes de restriction à la propriété privée. Et puis on retrouve avec le patrimoine toutes les grandes thématiques, l'histoire, l'identité, l'esthétique, qui sont des thématiques qui ont des incidences économiques, évidemment, parce que si on veut garder, si on veut conserver un lieu, ça peut être pour sa beauté, pas toujours pour sa beauté. Vous savez que, loin s'en faut, puisque, par exemple, le camp d'Auschwitz a été classé pour son histoire, bien entendu. Et le patrimoine a trait à la culture, à l'éducation. C'est-à-dire qu'on peut penser que vivre dans des lieux patrimoniaux, c'est avoir un rapport à... C'est déjà de l'éducation, c'est déjà de l'identité, c'est-à-dire que ça dit quelque chose de l'histoire dans laquelle nous vivons. Et ça, c'est particulièrement important. Et donc, on voit bien que ça implique immédiatement des solidarités intergénérationnelles. Dans le fond, pourquoi à la fois construit-on des bâtiments qui feront partie du patrimoine de demain et conserve-t-on les bâtiments d'hier? C'est parce qu'il y a, en économie, on dirait des générations imbriquées les unes avec les autres et que ces solidarités sont absolument essentielles. On veut transmettre des paysages, on veut aussi essayer de construire, pour reprendre un terme un peu galvaudé aujourd'hui, du vivre ensemble. Et ça passe pour partie par le patrimoine. C'est vrai que quand vous avez des banlieues d'une certaine manière, qui n'arrive pas à construire une identité, cette identité, elle passe par l'urbain, eh bien, c'est vrai que le vivre ensemble est sans doute plus difficile. Alors, j'ajouterais qu'il y a des phénomènes de star system qui sont bien connus en économie. J'avais beaucoup travaillé là-dessus il y a quelques années, et les voilà. Alors, voilà, c'est extrait du travail que nous avons fait avec Tesma, où vous voyez, par exemple, que 5 monuments historiques rassemblent 56% la fréquentation des monuments historiques français.
5 seulement, et Dieu sait qu'il y a des monuments historiques. Autrement dit, il y a aussi cette question qui a trait d'ailleurs à des questions sous-jacentes sur lesquelles on pourra revenir peut-être dans le débat, sur le problème de l'information et de la formation. Pourquoi tout le monde va voir les mêmes choses en même temps ? Même problème qu'on a au Louvre, par exemple, où tout le monde va voir la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace et quelques autres œuvres, et se pose la question, et dans le fond c'est assez logique parce qu'elles sont connues, et si on va une seule fois dans sa vie au Louvre, on a envie de les voir, et en même temps c'est tellement dommage tant il y a d'autres choses à voir et à connaître. Et ça c'est une question très importante parce que c'est aussi une question de politique publique. Est-ce que la politique publique doit essayer de conduire les gens à voir autre chose que ce que tout le monde voit, ou est-ce que dans le fond c'est une question qui est secondaire ? Vous voyez, ça existe pour les monuments historiques, ça existe aussi pour les musées, même chose. 58% de la fréquentation des musées français va à 5 musées. Voilà. Alors, la question que je voulais poser avec vous, parce qu'il me semble qu'elle est essentielle, c'est comment légitimer, comment justifier l'effort public. Dans un moment où on n'a plus beaucoup d'argent, l'État n'a plus beaucoup d'argent, et les collectivités territoriales probablement encore moins, qu'est-ce qui justifie l'effort public ? Alors pour les économistes, il y a des raisons, je ne vais pas vous faire un cours, il y a des raisons qui tiennent à ce qu'on appelle la nature des biens. Dans le fond, d'abord tout simplement, et il faut le rappeler, parce que les biens sont des biens culturels. Et je suis très agacée, moi, par cette espèce de tendance à, quand on parle de culture, à parler de tout sauf de culture. Dans le fond, pourquoi on investit dans la culture ? Parce qu'on a un prisme culturel, tout simplement. Donc ça, c'est la première raison, qui implique quand même des tas de choses. C'est-à-dire que dès lors qu'on reconnaît que des biens sont culturels, il y a une forme de standardisation, de normalisation en matière patrimoniale, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, un bien est classé, on va imposer aux propriétaires, publics ou privés, ce que je vous disais tout à l'heure, un certain nombre de normes dans sa manière de conserver le bien. Et j'avais fait, par exemple, une étude au Laos. Le Laos, qui a évidemment des liens très forts avec la France, a adopté récemment des lois qui ressemblent à la loi de 1913, qui est la loi sur la conservation des monuments historiques, avec tout ce qui va avec, l'imposition de protection, avec des normes à la française. Et là, on se rend compte que ça ne marche pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans un pays comme le Laos, le patrimoine immatériel est bien plus important que le patrimoine matériel. Et repeindre de rouge bien frais les temples, c'est montrer justement aux divinités, aux dieux, qu'on les respecte. Alors que nous, dans notre pays, on a tendance à dire qu'il faut les laisser surtout dans leur jus et surtout pas y toucher. Et ce qui compte au Laos, bien plus que la couleur du temple, c'est la procession qui, tous les matins, rassemble les moines qui vivent de la mendicité. Et ça, c'est une bonne leçon quand on va dans des pays comme ça, qu'on arrive avec nos idées toutes faites, et en particulier l'UNESCO, avec ses idées de conservation à l'identique, et on voit des populations d'abord extrêmement pauvres qui vous expliquent mais les maisons en bois c'est atroce, elles sont peut-être très jolies, c'est possible, eux ils les trouvent pas nécessairement jolies, et en plus elles sont tellement difficiles à chauffer, etc. Donc on voit le heurt des cultures, l'heure, si vous voulez, on voit les économies et surtout les cultures se heurter et le rapport au patrimoine se heurter, et c'est effectivement très intéressant. Le patrimoine, ce sont des biens publics, je vous l'ai dit, qui appartiennent à tous, même s'ils appartiennent à quelques-uns. Et donc, ça implique des tas de choses. C'est-à-dire, ça implique, par exemple, un point... Je voudrais insister juste sur un point, là, transfert intergénérationnel, je vous en ai parlé. Ce qu'on appelle les valeurs d'existence et d'option, c'est très important. En un mot, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi qui ai travaillé longtemps dans le 93, qui est une banlieue difficile, c'est très important. Par exemple, la population du 93, elle va très peu, même si on dit le contraire, dans les lieux patrimoniaux, qui sont nombreux dans le 93, à commencer par la basilique de Saint-Denis, puis vous avez des théâtres, etc., donc des lieux culturels, etc. Elle y va peu, la population locale, mais en même temps, elle les aime. Et c'est très frappant, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des valeurs d'option d'existence. C'est-à-dire, si vous allez voir quelqu'un, vous lui dites... est-ce que vous irez un jour dans ce théâtre ? Valeur d'option, peut-être un jour. Valeur d'existence, non jamais, mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne souhaite pas qu'on finance ce théâtre avec de l'argent public, et par exemple avec les impôts locaux. Et pourquoi ?
Parce que ça fait partie justement de l'identité locale. On est fier de ces théâtres, on est fier de ces lieux patrimoniaux, même si a priori on pense que c'est pas vraiment pour nous ou qu'on préfère aller au Stade de France. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire de comprendre que la valeur de la culture ne se mesure pas à la fréquentation de la culture. On peut ne pas fréquenter la culture et y tenir quand même, ça va largement au-delà. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une défaillance de marché, c'est-à-dire le marché va être incapable de mesurer cela, parce que si on veut passer par des prix, on ne voit pas très bien comment. Et il y a plein d'autres raisons de donner de l'argent public au patrimoine. J'évoque la loi de Baumol. La loi de Baumol, c'est quelque chose qui dit qu'en matière culturelle, on a besoin d'argent public parce qu'on ne sait pas générer ce qu'on appelle des gains de productivité, ce qui peut exister dans l'économie générale. Peut-être, mais justement, cette loi de Baumol, ça implique qu'on fasse un effort, soit du côté de l'argent privé, soit du côté de l'argent public, pour financer les festivals, les concerts. Et bien, ça existe aussi pour le patrimoine. Voilà, quelques éléments. J'évoque aussi la tragédie des communs, c'est-à-dire le fait que dès lors qu'un lieu appartient à tous, c'était une ancienne directrice du patrimoine qui avait eu cette phrase, et elle avait raison, à propos de Versailles. Elle disait « La gloire de Versailles, c'est à la fois magnifique et c'est à la fois son malheur ». Pourquoi son malheur ? Ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui vont à Versailles, et donc les parquets s'abîment, il faut les restaurer, on sait bien que le patrimoine se détériore, et plus on le fréquente, et plus il se détériore. Et donc, c'est ce qu'on a appelé pour d'autres domaines la tragédie des communs. Ça veut dire qu'il faut que l'État contribue à la valorisation du patrimoine. Alors, d'autres raisons alors ça, c'était toutes les bonnes raisons, dirais-je, de financer le patrimoine. Et je vous dirais, pour aller vite, qu'il y en a de moins bonnes. C'est notamment la question des retombées économiques. Non pas qu'il n'y ait pas de retombées économiques du patrimoine, c'est-à-dire quand vous avez, par exemple, une ville magnifique avec plein de gens qui la visitent, c'est formidable, et il y a des tas de retombées. Si Venise vit, d'une certaine manière, du patrimoine, mais je dirais aussi qu'elle en meurt. Hein. C'est-à-dire que la population part, il y a de moins en moins de gens pour vider les poubelles de plus en plus de touristes. Et donc, ça veut dire que vous avez d'un côté la population locale qui est de moins en moins importante et une fréquentation patrimoniale qui ne suffit pas nécessairement à affronter tous les besoins patrimoniaux. Et donc, cette thématique de retombées, elle a été énormément développée en économie, je donne quelques références là. Il y en a plein d'autres, et avec l'idée qu'il faut valoriser le patrimoine et que grâce à cela, on aura toutes sortes de retombées économiques, touristiques, dans le bâtiment et les travaux publics à travers les efforts qui peuvent être faits pour conserver et remettre en état des monuments, etc. Alors, qu'est-ce qu'il en est en vérité et pourquoi je regarde ça avec quelque méfiance ? Alors, il y a du vrai. Regardez ce tableau, vous voyez un certain nombre d'emplois. Vous avez la totalité de l'emploi culturel qui est plus important, qui est de l'ordre entre 500 et 600 000 emplois. Mais vous voyez que l'emploi patrimonial est loin d'être négligeable. C'est environ 120 000 emplois. Donc c'est pas mal. Et on pourrait en rajouter d'ailleurs parce qu'il n'y a pas tout là-dedans. Donc l'emploi patrimonial, ce sont effectivement des emplois et ça n'est pas négligeable, même si ce n'est pas énorme. Alors, il y a de l'emploi, il y a des retombées et il y a aussi une politique publique. Il y a une politique publique qui consiste en quoi ? Protection, normalisation, je l'ai évoqué, avec des effets de la protection et de la normalisation, des effets que j'ai appelés prix. C'est assez frappant, c'est-à-dire que dès lors qu'on fait un effort pour que la ville soit belle, pour que la ville soit accueillante, etc., pour qu'il y ait des beaux hôtels, des bons restaurants, etc. Qu'est-ce qui se passe ? En même temps, on fait monter les prix. On fait monter les prix de l'immobilier, c'est les phénomènes de gentrification. Vous avez les populations les plus populaires qui vont plus loin. Et on fait aussi monter les prix des restaurants, des cafés, etc. Autrement dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas conserver le patrimoine, évidemment, mais ça veut dire que c'est un phénomène assez complexe et que sans doute il faut l'accompagner d'une politique urbaine, d'une politique
sociale, d'une politique des transports, d'une politique par rapport au commerce de proximité, etc. Et tout ça est extrêmement important, sinon c'est la ville des bobos, et ça n'est pas nécessairement souhaitable. Donc des effets pris. Vous avez aussi une forte responsabilité publique avec une dépense publique qui sans doute est un peu sans garde-fou. Alors là, je vais pas résister à une comparaison un peu provocatrice. Imaginez un hôpital dans lequel il y a des malades qui entrent, mais jamais personne ne meurt. Ça fait beaucoup de monde au bout d'un moment. C'est un peu ça le patrimoine, en tout cas le patrimoine bâti. C'est-à-dire que vous avez des monuments importants, d'autres moins importants, et qu'il faut conserver, et sans arrêt. Cette conservation doit être refaite, c'est-à-dire à peine avez-vous achevé la réfection des façades du Louvre qu'il faut de nouveau les nettoyer, parce que le temps fait son œuvre, et donc il faut sans cesse dépenser. C'est un peu une dépense sans garde-fou, ce qui pose la question de comment on finance, quel partage de la dépense entre le public et le privé, et on pourra parler de mécénat tout à l'heure, je vous dirai ce que j'en pense si ça vous intéresse. Il y a le danger de ce qu'on appelle le risque moral en économie, c'est-à-dire que quand un bâtiment est classé, il y a des incitations fiscales, et du coup, peut-être qu'il y a une grande tentation d'essayer de demander le classement pour obtenir ces incitations fiscales, mais en même temps, c'est vrai que le patrimoine est important. On dit souvent que les gens, en économie, il y a même une théorie là-dessus et des modélisations mathématiques, on vote avec ses pieds, c'est-à-dire qu'on va là où c'est le plus agréable de vivre, pour le dire en termes simples. C'est souvent l'économie fait des grands modèle pour dire des choses extrêmement simples. Alors on vote avec ses pieds, et donc c'est vrai que quand un lieu a une offre culturelle importante, les gens y vont. Donc voilà les formes de la régulation, et quelques mots donc sur les limites de ces thématiques. Bien, d'abord, il y a une première limite, c'est que dans le fond, les retombées économiques, c'est du marchand. C'est le marché, les retombées économiques, c'est vraiment tout ce qui peut se passer du côté du marché. Et alors, on voit les acteurs de la culture à la fois expliquer qu'ils veulent être protégés du marché, et en même temps, sans cesse revenir à la thématique économique, ce qui est déjà peut-être un paradoxe, peut-être pas nécessairement gênant, mais avec lequel il faut vivre. Il y a un côté aussi menace. Quelle menace ? Quand on met en avant la thématique de retombées. Donc voilà, cher monsieur le maire, investissez donc dans la culture, car il y aura des retombées. Faire attention parce que, en particulier, dans les périodes où il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème. Mais dans les périodes de difficultés financières, on va s'affronter à une double concurrence. Une première concurrence qui est interne à la culture, c'est-à-dire qu'on va voir les établissements culturels se battre entre eux pour dire non mais moi j'ai plus de retombées que l'autre. Et c'est vrai qu'il y a des types d'établissements qui génèrent plus de retombées que l'autre. Or, la logique culturelle n'est pas nécessairement la même du point de vue des hiérarchies, des priorités qu'on doit se donner, que la hiérarchie économique. Et donc, il faut faire très attention à ça. Et à cette logique interne à la culture s'ajoute une logique que je dirais externe à la culture, c'est-à-dire qu'on va voir les établissements culturels se trouver en concurrence avec d'autres projets. Un exemple qui n'est pas neutre, c'est celui des parcs à thème. Un parc à thème, ça rapporte beaucoup plus de retombées qu'un projet culturel. Et donc, il faut faire très attention parce que cette double concurrence existe. Et donc, développer un raisonnement économique pour convaincre un élu local d'investir dans la culture, c'est très bien. Mais je crois qu'il ne faut jamais oublier que si on investit dans la culture, c'est d'abord parce qu'on a une préoccupation culturelle, une préoccupation symbolique, une préoccupation éducative, etc., avant d'être une préoccupation économique. Et que l'économie s'ajoute à cela, s'ajoute à l'ensemble des thématiques que l'on peut développer, oui, mais elle ne doit pas prévaloir parce que, pour le dire de manière triviale, on se tire une balle dans le pied. Et donc, faire attention à cela, d'autant plus que les études économiques sur les retombées posent beaucoup de questions. Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants ici, elles posent des questions méthodologiques, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on va ajouter tout croissant qui est acheté à proximité du Louvre n'est pas lié à la présence du Louvre. C'est tout simplement parce qu'on passait par là, éventuellement.
Donc il faut faire attention à ce qu'on ajoute. Il faut aussi faire attention à ne pas avoir une vision angélique des choses. Par exemple, il y a eu des études sur le Festival d'Avignon qui montraient les retombées du festival. C'est vrai, mais le festival a un coût aussi qui est important. Un coût à la fois, c'est le coût de production des œuvres qui peuvent être montrées. C'est aussi ce sont des coûts de sécurité, d'entretien, de nettoyage, etc. Et la balance n'est pas nécessairement du côté des retombées. Et en tous les cas, en plus, c'est jamais les mêmes qui payent. Dans notre travail avec Tesmar, comme vous nous avez demandé de faire des préconisations, nous avions expliqué que la retombée principale du patrimoine, c'était absolument évident, c'est celle du tourisme. Et nous avions fait une proposition qui a été étudiée par le ministère des Finances, qui était de créer une taxe affectée, une toute petite taxe affectée sur les nuits d'hôtellerie, c'est-à-dire un élément de la taxe de séjour en quelque sorte, qui irait directement au patrimoine et qui réglerait d'ailleurs la question du patrimoine. Mais c'est vrai que Bercy n'aime pas les taxes affectées, et puis en plus il y a d'autres priorités aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, mise en concurrence des projets les uns par rapport aux autres. Donc les choses sont compliquées et il faut être très prudent avec cela. Donc je vais finir très rapidement là-dessus. Dans les limites des études d'impact, outre les questions méthodologiques de fiabilité des données, voilà quelques exemples d'études d'impact sur lesquelles je vais passer très vite pour qu'on ait un peu de temps pour débattre. Au-delà donc, de tout ce que je vous ai montré, je voudrais vous donner des exemples pour sortir un petit peu de France peut-être. Il y a une étude très intéressante qui a été menée par un de mes collègues qui s'appelle Prud'homme sur des sites turcs. Et ce que Prud'homme a essayé de faire, alors rien n'est pareil en économie. En économie de la culture, c'est très difficile de comparer des choses, parce que si vous comparez deux sites, ils sont jamais les mêmes. Mais il a essayé de prendre quand même deux sites archéologiques très proches, par leurs caractéristiques géographiques, culturelles, etc. Et puis d'autre part, deux villes historiques très proches d'eux-mêmes par leurs caractéristiques. Et dans les deux cas, il a choisi un site classé, un site non classé par l'UNESCO, une ville classée, une ville non classée. Et il a essayé de regarder quel était l'effet du classement. Et alors là, catastrophe, le classement a des effets profondément anti-économiques. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas classer un lieu. Pourquoi il a des effets anti-économiques, ce qui peut sembler paradoxal quand on entend tout le discours sur justement, il faut absolument que la ville soit classée parce que ça va être un label et ça va être quelque chose, un formidable booster pour l'économie locale. Eh bien, c'est plus compliqué que cela. Et comment il l'expliquait ? Il l'expliquait par, premièrement, une chose, c'est que quand il n'y avait pas de classement, il y avait une plus grande liberté, quitte à ce que le patrimoine ne soit pas tout à fait aussi bien conservé, pour moderniser la ville. Les circuits d'eau, les circuits d'électricité, etc., installer des boutiques. Et donc, du coup, le développement économique, il est plutôt du côté du lieu qui n'est pas classé que du lieu qui est classé. Même si le classement a évidemment un effet positif sur la préservation du patrimoine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'il faut classer ou pas classer, ce n'est pas le problème. Je crois qu'il faut plutôt préserver, tout simplement, avec ou sans classement, peu importe. Mais en tout cas, il faut préserver le patrimoine. Mais c'est vrai que la question du bon endroit où il faut mettre le curseur entre la modernisation d'un côté, c'est-à-dire le développement économique, et puis d'autre part la conservation, c'est une question que nous n'avons pas réglée, qui est extrêmement complexe, que je trouve passionnante et qui se pose de tous les côtés, y compris du côté de l'économie matérielle, etc. Et il y a d'autres exemples. Alors pour revenir en France, vous voyez par exemple, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait du côté de la ville d'Albi, ou encore du côté du classement d'Arc-et-Senans, et on voit que les effets sont extrêmement complexes. Par exemple, pour Arc-et-Senans, vous avez eu un effet du classement qui a été très fort, mais qui s'explique aussi par le fait que pour demander le classement et l'obtenir, on a beaucoup investi, à la fois dans le domaine immatériel, c'est-à-dire en information, en plaquettes, en toutes sortes de choses. Et puis, on a beaucoup investi dans le lieu aussi pour qu'il soit plus convivial, etc. Et donc, d'où vient la montée de la fréquentation ? Du label ou de l'effort qui a été fait ?
je serais bien incapable de vous le dire, mais en tous les cas, c'est peut-être cet effort d'investissement qui a formidablement aidé à la montée de la fréquentation, laquelle s'est tassée ensuite. L'exemple de la ville d'Albi est aussi intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est une question qu'il faudra régler avec Lens et qui est très compliquée. Les gens viennent et repartent. Et ils ne dépensent pas nécessairement dans la ville. Par exemple, pour Lens, il y a un formidable pari derrière Lens. Qu'est-ce qui va se passer à Lens? Le musée est magnifique, je vous incite à y aller, le musée du Louvre de Lens, c'est vraiment une splendeur architecturale. Il y a les plus grandes œuvres, la scénographie est extrêmement réussie. Question, c'est près de Paris, c'est facile d'y aller. Est-ce que les gens vont venir et ensuite se promener dans Lens, dépenser dans Lens, etc. Ça n'est pas du tout évident. Et donc c'est là que le pari du mariage vertueux, en quelque sorte, entre l'économie et la culture se pose. Alors voilà, je vais m'arrêter dans mes exemples pour ouvrir à la discussion. Je voudrais finir juste pour dire deux choses. Mon message, c'est un peu, n'instrumentalisons pas la culture. C'est-à-dire, je ne veux pas scier la branche sur laquelle je suis assise, je suis spécialiste d'économie de la culture, l'économie de la culture a toute sa place, mais elle doit garder sa place et seulement sa place. Et le deuxième élément, peut-être, un deuxième élément, sur les retombées économiques, elles ont d'autant plus de sens lorsqu'elles s'inscrivent non pas dans un seul lieu, mais dans une logique de mise en réseau, ce qu'on appelle éventuellement des clusters, on parle ici de clusters de la création, c'est-à-dire dans un contexte à la fois spatial, je dirais même politique, urbain quand il s'agit d'une ville ou de paysages naturels, mais aussi, sans doute, c'est vrai que cette thématique des retombées, elle prend pleinement son sens paradoxalement, dans les conjonctures les plus favorables, parce qu'on pourrait se dire justement les retombées, on va pouvoir expliquer que c'est grâce à la culture qu'on va sortir de la crise. C'est compliqué. En tous les cas, c'est une thématique qui mérite d'être encore documentée, travaillée et discutée. Voilà, merci. Et donc, place au débat. Peut-être m'asseoir. Merci beaucoup Françoise Benamou pour une présentation qui prend beaucoup de hauteur par rapport aux problématiques locales. C'était un peu la perche que nous vous avions tendue, mais vous avez su la saisir, enfin, et même bien avant ça, puisque c'est déjà des éléments qui sont encore une fois contenus dans le livre. Mais c'est vrai que je crois que l'insistance sur la nécessité de conjuguer une politique qui soit à la fois culturelle, urbaine, sociale, etc., est un peu quand même la clé de la réussite, et de simplement se servir de la culture comme d'un effet d'attraction est probablement une erreur. Alors sur l'organisation qui va suivre, donc l'usage veut qu'on commence par les questions qui sont préparées par les étudiants, et puis qu'ensuite on donne la parole à la salle. Alors sur les questions préparées par les étudiants, on a des questions qui vont vous mettre un petit peu en péril dans vos compétences d'économiste, Françoise Benamou, puisque Anne-Laure a une question à vous poser, qui est presque une question civilisationnelle. Oui, je ne sais pas si ça fonctionne. Si, ça marche. Donc j'avais une question à vous poser concernant la légitimité d'un pays à détenir un patrimoine. C'est-à-dire qu'on voit actuellement certains pays, l'Égypte par exemple, qui réclament son patrimoine qui a été emmené en Europe au XIXe siècle ou au XXe siècle, et de quel droit un pays peut réclamer un patrimoine qui se veut être un patrimoine universel. Oui, c'est une question essentielle. Cette question de la restitution des biens se pose régulièrement. Et bien entendu, comme vous imaginez, les pays occidentaux qui ont, grâce à des guerres bien menées et un sens du beau, qui ont rapporté, pas seulement à la faveur des guerres, quelquefois en achetant, mais à bas prix, certaines œuvres, les ont ramenés dans leur pays et entendent bien les garder. Et c'est vrai que pour certains musées, c'est vrai que si on devait rendre tout ce qu'on a pris ou acheté dans des conditions un peu douteuses, ça poserait question. Alors, c'est un Anglais, Neil MacGregor, qui dirige
encore, je crois, hein, le British Museum, qui avait eu une réponse assez amusante, très anglaise à cette question. Vous savez que les Grecs demandent le retour des frises du Parthénon, et qui ont été achetées hein, par Lord Eglin, mais pour une somme dérisoire. Et les Anglais répondent, au début ils répondaient non mais elles sont bien mieux gardées, conservées chez nous qu'elles ne le seraient chez vous. Puis bon, c'est un peu gênant de continuer à dire ça. Donc la réponse a évolué et la réponse a été mais notre musée est un musée universel qui appartient à tous. Il n'est ni grec ni anglais, c'est un musée du monde. Et puisque c'est un musée du monde, j'ajouterai en plus que le British Museum est gratuit, c'est un musée du monde ouvert à tous. C'est bien que ce soit là. Dans le fond, c'est comme une espèce de, si vous voulez, de délocalisation des frises du Parthénon. Et voilà, alors c'était une réponse très anglaise qui était un peu une pirouette et qui permettait de dire on entend bien les garder. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ce débat extrêmement compliqué, de temps en temps, on rend des choses. Hein, les Américains l'ont fait. Nous-mêmes, il nous est arrivé de le faire. Mais on essaye d'en rendre le moins possible. Alors, je vais vous raconter une deuxième anecdote qui en dit long aussi. J'ai travaillé un moment à la Bibliothèque nationale et il y avait eu une grande exposition au Mexique et notamment d'un codex que la Bibliothèque nationale française avait prêté au Mexique, mais qui était un codex mexicain, pour cette exposition qui avait lieu, je crois, je ne sais plus si c'était à la Bibliothèque nationale de Mexico ou ailleurs. Puis après, les Mexicains ont dit on le garde. Alors là, ça a été l'affolement général, d'autant plus tout le monde a dit mais si vous faites ça, on ne vous prêtera jamais plus rien. Puis bon, ça a été un incident diplomatique majeur. Et comment on l'a réglé? On l'a réglé hypocritement, encore une fois, par un prêt. C'est-à-dire, comme on voyait bien que les Mexicains n'allaient pas nous rendre le codex, on a dit, il n'y a pas de problème, on va vous le prêter. On va faire un prêt de longue durée, et donc ça a fini comme ça, voilà. Et ce sera peut-être un prêt pour l'éternité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il n'y a pas de réponse économique, bien entendu. En fait, ce n'est pas un sujet économique, c'est un sujet, je dirais, de diplomatie culturelle, et c'est un sujet presque d'histoire. C'est-à-dire, l'histoire a fait que les œuvres d'art et les œuvres patrimoniales se sont réparties très inégalement. L'histoire fera que le monde va changer. On voit par exemple que les grands musées occidentaux ont de plus en plus de mal à acheter des œuvres et qu'il y a des grands musées dans d'autres pays non occidentaux qui se mettent à acheter des œuvres d'art non seulement de leur pays mais aussi occidentales. Donc le monde va changer, la manière dont les œuvres se répartissent dans le monde va changer. Mais c'est vrai que je crois que c'est très difficile d'avoir une réponse autre que de l'ordre de la diplomatie au cas par cas. Une autre question? Madame Benamou, vous avez parlé d'instrumentalisation du patrimoine tout à l'heure. Je vais reprendre l'exemple que vous avez évoqué, c'est-à-dire le château de Versailles, qui a accueilli il y a 3 ans l'exposition de l'artiste japonais Murakami. Et cette exposition, donc, qui a fait débat à l'époque, posait aussi le problème de la mise en valeur et de la valorisation du patrimoine, enfin des œuvres qui sont appelées à faire partie du patrimoine futur éventuellement, dans un contexte donc par l'utilisation d'un patrimoine ancien. C'est-à-dire que le château de Versailles apportait sa légitimité en tant que patrimoine aux œuvres de Murakami. Et cette question n'est-elle pas sans poser le problème de l'instrumentalisation des œuvres à des fins purement financières, dans le sens où l'on peut très bien imaginer que un tel patrimoine comme le château de Versailles puisse être utilisé afin de faire monter artificiellement la cote d'un artiste contemporain. Oui, il y a 2 questions pour le prix d'une, là. Il y a une question sur cette organisation de l'événementiel à l'intérieur d'un lieu patrimonial. Et ça, je dirais, bon, on aime, on n'aime pas, chacun a sa vision des choses. Et dans le fond, c'est intéressant. Voilà. Il y a un côté spectaculaire. On peut considérer qu'on dévoile le patrimoine, mais en même temps, comme c'est éphémère, pourquoi pas, Moi, je trouvais ça assez intéressant. Maintenant, l'autre question que vous posez est une question d'une autre nature, qui se pose plus généralement pour toutes les institutions publiques. C'est-à-dire, dans le fond, quand une institution publique expose un artiste, ou simplement même quand elle achète des artistes, qu'ils soient vivants ou non, qu'elle achète des œuvres d'artistes, à ce moment-là, elle a un effet, en quelque sorte, sur la valeur des œuvres.
hein. Et autrement dit, quand je disais la dialectique du marchand et du non-marchand, bien le marchand et le non-marchand, ils se tiennent depuis très longtemps par la main dans le domaine culturel, contrairement à ce qu'on dit. C'est-à-dire que, autrement dit, pour le dire en d'autres termes, par exemple, l'art et l'argent font très bon ménage. Et d'ailleurs, il faut beaucoup d'argent pour avoir un marché de l'art qui fonctionne bien. C'est pas à Laurent que je vais apprendre ça, qui est un très grand spécialiste du marché de l'art. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important qu'il faut garder en tête. C'est pas une affaire très morale, les rapports du marché de l'art et de l'argent. Dans le fond, il faut de l'argent. Il y a aussi des petits collectionneurs, mais enfin, il y a aussi beaucoup de gros, et ce sont quand même les gros collectionneurs qui font le prix des œuvres importantes, ça c'est incontestable. Les musées sont d'une certaine manière des collectionneurs publics, et, sauf qu'eux, ils ne revendent pas, ou très peu. Et puis j'ajouterais quelque chose d'encore plus terrible. Je pense que plus il y a d'inégalités, et mieux le marché de l'art se porte. Merci Françoise Benamou. Je crois qu'il y avait une autre question que vous vouliez évoquer, mais qui a déjà été en partie traitée par Françoise Benamou pendant la conférence. C'était celle qui était de la question de la modernité des bâtiments. Par exemple, le cas des musées, on peut évoquer à Nantes le cas du musée de Nantes, qui lui est un bâtiment qu'on qualifie de style éclectique. Et je pense que je ne choquerai personne en disant que c'est peut-être pas la meilleure période stylistique architecturale, puisqu'il s'agit d'un bâtiment qui a été inauguré, si ma mémoire est bonne, en 1902. Voilà, donc on aurait pu se poser la question, sachant qu'on s'est lancé dans un projet d'extension, de rénovation de ce musée, on aurait pu se poser la question de savoir si ne fallait-il pas créer un autre musée, et donc peut-être réaffecter ce musée à une autre destination. Le choix a été fait de celui de l'aménager, et donc il y a des ajouts modernes, contemporains, qui vont être faits, avec un coût qui est probablement peut-être plus élevé que si on avait fait un autre choix. Mais je crois que cette question a déjà été traitée par vous. J'en ai un petit peu parlé, puis je dirais que c'est un choix politique et esthétique, et moi j'ai toujours essayé comme économiste de rester sur mon terrain. C'est-à-dire je pense que je ne suis pas compétente pour juger de la légitimité des choix esthétiques qui peuvent être faits. Je les regarde du point de vue économique, c'est vrai. J'ai mon propre goût, bien entendu, et on n'est jamais complètement angélique par rapport à ses propres goûts. Mais j'essaye de me départir de cela. En revanche, c'est vrai qu'il y a des choix, il y a toujours des choix alternatifs. Et dans ces choix alternatifs, il y a une dimension financière. Je pense que ce n'est pas celle qui doit être principale. En même temps, elle est importante quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'un investissement pour le bonheur, notamment d'inaugurer un lieu, d'un investissement important dans un lieu patrimonial qu'on ne sait pas vraiment faire vivre. Et donc là, il faut être extrêmement prudent. Au-delà de ça, je dirais que ce n'est pas de ma compétence. Merci. Anne-Laure ou Alexandre, est-ce que vous avez encore une question à soumettre ? Non ? Alors, juste avant de passer peut-être aux questions de la salle, j'avais envie de vous faire prolonger le début des discussions que vous vouliez initier sur le mécénat, qui effectivement est une question qui nous intéresse beaucoup, qui intéresse surtout beaucoup les acteurs culturels, puisque dans cette problématique et cette perspective que vous avez évoquée d'une réduction des deniers publics, et notamment à destination de la culture, puisqu'effectivement le champ social est peut-être plus important, et la réponse est évidente. Dans cette perspective de réduction des moyens, souvent l'argument qui est avancé par le ministère, et dans ses relais en région c'est aussi le cas, ce qui consiste à dire il y a un dispositif mécénat qui a été renforcé depuis 2003, et donc essayez un peu de vous engouffrer dans cette brèche. Alors, qu'en pensez-vous ? Beaucoup de choses. Alors, d'abord, je pourrais reprendre le raisonnement que j'avais tout à l'heure, c'est exactement le même. Le mécénat conduit, il est nécessaire en ce moment en particulier, puisqu'effectivement il y a moins d'argent public, et donc on incite les acteurs privés à aller chercher de l'argent privé, et cet argent privé, c'est entre autres du mécénat, donc c'est évidemment essentiel. Alors il y a plusieurs choses ensuite. Premièrement, il y a cet inconvénient que j'évoquais, mais qui vaut dans le cas du mécénat, de la mise en concurrence. C'est-à-dire que vous avez par exemple plusieurs
projets à Nantes. C'est vrai que ces projets culturels vont être concurrents entre eux parce que les mécènes ne sont pas si nombreux que cela, et ils vont être en concurrence aussi avec d'autres projets qui peuvent être non culturels, ça peut être dans le secteur éducatif, ça peut être aussi dans le secteur humanitaire, dans le secteur de la santé, etc. Donc cette mise en concurrence, on peut dire qu'elle a des avantages parce qu'elle force à l'inventivité, mais en même temps, c'est vrai qu'elle est pleine d'ambiguïté et elle est difficile à vivre. Mais ça, c'est une première question. La deuxième question qui se pose sur le mécénat, c'est qu'il y a plusieurs sortes de mécénat. Il y a un mécénat qui est vraiment le mécénat désintéressé, qui consiste à donner sans demander une contrepartie. Et ça existe. Je connais des tas de gens, et ce sont souvent de tout petits mécènes qui donnent des petites sommes et qui n'attendent rien en retour. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup développé, pas seulement en France, et en particulier en France depuis 2003 avec la loi Yagon, une contrepartie qui est considérable. Lorsque vous donnez 100 €, vous bénéficiez de 66 € de déduction d'impôt. Et si ces 100 €, vous les avez donnés, par exemple, pour l'achat d'un trésor national, vous bénéficiez d'une déduction de 90 €. C'est-à-dire vous ne donnez plus que 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mécénat, ce n'est pas de l'argent privé. C'est de l'argent privé, mais c'est aussi de l'argent public. Parce que c'est un manque à gagner pour la puissance publique. Donc c'est une manière de forcer l'État à continuer de donner ce qu'il ne souhaite plus nécessairement donner. Peut-être qu'il le souhaite. Donc il faut avoir ça en tête. Donc dans le fond, c'est une manière de forcer l'État à donner plus pour la culture. On peut s'en réjouir, comme vous et moi, quand on est évidemment très proche des milieux culturels, éducatifs, etc. Mais il faut savoir que ça n'est pas simplement de l'argent public, c'est de l'argent public et de l'argent privé dans des proportions qui peuvent être de 1/3, 2/3, ou 2/3, 1/3, ou 10%, 90%, 90-10. Donc c'est quand même très important à avoir en tête. La question qui se pose derrière, c'est que donner cet argent sous forme d'argent public, vous le donnez directement à un établissement qui a une stratégie, qui a une politique d'établissement sur laquelle il s'engage vis-à-vis des pouvoirs publics, mais qu'il définit tout seul. Lorsque vous le donnez via du mécénat, vous discutez avec le mécène. Quand ce sont de très gros établissements, souvent, ils ont la capacité de dire au mécène, vous donnez l'argent, mais nous avons prédéfini ce à quoi cet argent servira. Quand vous avez des plus petits établissements, c'est vrai que c'est une discussion. Alors, quelquefois, c'est plutôt positif, parce que peut-être que le mécène a de bonnes idées à apporter à l'établissement, mais c'est vrai que ça transforme la nature de la définition d'une politique publique et d'une politique d'établissement. Donc, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de mécénat, loin s'en faut. Je veux dire qu'il faut avoir une vision du mécénat qui prenne en compte aussi ces dimensions-là. Le mécénat, ma conclusion, c'est que ça n'est pas un substitut à l'argent public. Et malheureusement, en ce moment, il est vécu, pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre, comme un substitut, je dirais, imparfait à l'argent public. Or, pour moi, ça ne doit pas être un substitut, ça doit être un complément à l'argent public. Et il peut d'ailleurs transiter par toutes sortes de choses. Ça peut être un mécène individuel, ça peut être des associations d'amis, etc. Les économistes le voient d'ailleurs, un dernier point, parce que c'est vraiment important cette histoire de mécénat, les économistes l'analysent comme une manière de demander aux gens de révéler leur consentement à payer pour une institution. Par exemple, si vous voulez aller visiter un musée dont l'entrée coûte 10 €, bon, vous allez payer 10 €, puis voilà, vous entrez dans le musée, vous le visitez. Mais dans le fond, vous l'aimez tellement ce musée, vous seriez prêt peut-être à donner 100 €, mais vous n'allez pas le faire. Enfin, quelquefois, on met une urne, mais ça, c'est pas trop dans la culture française. Et dans le fond, créer une association d'amis avec quelques avantages associés, c'est une manière de pousser la personne qui était prête à donner 100 € à les donner. Donc, de ce point de vue-là, le mécénat aussi, c'est intéressant sous cet angle-là. Merci. Donc je vous propose qu'on passe aux questions de la salle. Alors il y a 2 micros qui peuvent circuler sur les 2 travées. Voilà, il suffit simplement de lever la main. Bonsoir. Donc ma question porte sur le patrimoine culturel futur. Donc certains arguent aujourd'hui, puisque nous sommes dans un
contexte de crise, que les musées sont en train de se diriger vers une autoroute artistique, un peu à la Damien Hirst ou Jeff Koons, et du coup qui hybride ou qui ne permet pas l'exploration d'autres voies artistiques. Est-ce que et du coup, les musées sont en train de se détourner de leur but premier, qui est un but d'exposition, de conservation et de sauvegarde, pour devenir en eux-mêmes des œuvres d'art en quelque sorte. Est-ce que vous pensez que cette vision est un peu moralisatrice ou qu'au contraire, c'est un bon moyen de financer les musées ? Bon, il faudrait entrer dans le détail parce qu'il y a une telle variété de musées que c'est difficile de répondre de manière générale. Ce qu'on peut dire par rapport à votre question, c'est vrai qu'il y a, comment vous dire, un mouvement qu'on pourrait qualifier de marchandisation, de star system, etc. dans les musées, c'est incontestable. Et c'est vrai, on reproche parfois aux musées, lorsqu'ils agrandissent leur surface d'exposition, d'agrandir encore plus leur surface, je dirais, commerciale. Il y a des phases. Moi, je ne trouve pas ça très inquiétant parce que je pense que il y a des phases de développement. Celles-ci existent. Je pense que ça n'empêche ni la conservation, ni les grandes expositions, ni aussi les petites expositions qu'on pourrait appeler plus dossiers, plus scientifiques, plus pointues, etc. C'est-à-dire, je crois que l'engouement pour les musées suscite une demande qui est extrêmement variée et qu'il y a de la place pour faire un peu de tout. Alors c'est vrai qu'en période de vache maigre sur le plan financier, c'est vrai qu'il est difficile de ne faire que du scientifique ou d'avoir une politique, par exemple, très pointue d'acquisition, etc. Mais que les musées soient un petit peu dans cette logique, ils le sont un peu. Ça va avec le fait qu'il y a un tel attrait du public que c'est vrai que l'offre d'événementiel, ça fait partie de ce qu'on demande aujourd'hui au musée. Ça n'empêche pas qu'il y ait de très belles choses qui s'y passent. Regardez par exemple, regardez la pyramide du Louvre, c'est juste un lieu en dessous. Hein. Vous avez un lieu qui est un lieu commercial. Hein. Ce sont des magasins, des restaurants, et puis des magasins, et puis des restaurants, et je pourrais continuer comme ça. C'est en même temps un élément qui fait partie de l'offre Louvre, laquelle est d'une qualité inouïe. Le Louvre est un lieu incroyable de beauté, c'est un musée qui a une offre muséographique de premier plan, donc l'un n'empêche pas l'autre. Et puis après, il y a les hauts et les bas qui sont liés, je dirais, à l'ère du temps. Merci. D'autres questions ? Alors, oui. Alors, si vous pouvez faire passer le micro juste derrière vous. Derrière, juste derrière. Oui. Merci. Bonsoir. Je voulais revenir sur un point que vous avez abordé sur la sauvegarde et la mort des villes en fait à cause du patrimoine. Et donc vous avez parlé de Venise notamment. Et je voulais savoir quand vous avez dit que la population locale partait en fait de la ville, si c'était à cause d'un ras-le-bol de cet afflux touristique permanent ou si c'était parce que la ville se focalisait tellement sur le côté touristique qu'elle en oubliait un peu de développer d'autres métiers, d'autres secteurs. Alors, Venise est un peu un cas c'est un cas emblématique qui grossit. En fait, il y a une espèce d'effet de loupe avec Venise de ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui se passe ? Les prix sont élevés. Les prix de la vie quotidienne sont élevés. D'ailleurs, il y a beaucoup de restaurants qui pratiquent un double prix pour les locaux et pour les non-locaux. Et la vie est difficile. Vous avez effectivement beaucoup de monde et peu d'activités non liées au patrimoine, et ça ne suffit pas à faire vivre la population locale. Mais c'est quelque chose que vous retrouvez dans beaucoup de villes. C'est-à-dire que, comme je vous dis, j'ai donné l'exemple de Venise parce qu'il est absolument évident. Quand j'évoquais le Laos, par exemple, moi, la mission que j'avais faite pour l'Agence française pour le développement était dans la ville de Luang Prabang, qui avait été classée par l'UNESCO. Et donc, on avait décidé de conserver ces très vieilles maisons qui sont magnifiques. Hein. C'est un lieu somptueux au bord du Mékong. Résultat, la population partait.
trop cher, les prix montaient. Alors elles venaient éventuellement travailler, une partie de la population revenait pour travailler dans la journée. Et pour vous donner un exemple terrible, il y avait un hôpital dans la ville. Et puis on a décidé de fermer cet hôpital pour en faire un hôtel de luxe avec des petites piscines individuelles. Et l'UNESCO a accepté ça, et on a construit, ce sont les Chinois d'ailleurs, qui construisent un hôpital beaucoup plus loin pour une population qui n'a pas de voiture. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Donc pour vous dire que c'est compliqué, c'est-à-dire que cette espèce de... La manière dont on peut tisser très finement la relation entre l'économie et la culture, c'est quelque chose, je dirais que c'est un effort et une réflexion de tous les jours qui doit se faire. Merci. D'autres questions? Bon. Les étudiants de la majeure culturelle, tous présents. Pensez à votre note de participation. Oh. Vous êtes affreux, là, vous allez... Non, faites ça pour la culture, et pas pour l'économie. Évidemment. Ah bah ça y est, du on coup, a il y en a deux. Voilà. Voilà, une ici, puis ensuite un petit peu derrière. Je crois que ça fonctionne. Ah non, là il est coupé. Ah, on a une petite difficulté technique. C'est bon? Non? Là, je crois que vous l'avez encore coupé. Est-ce qu'on peut faire passer le deuxième micro qui est là-bas? Voilà. Décidément, le sort s'acharne. D'accord. Bon, celui-là a l'air de marcher. Je voudrais revenir sur votre métaphore de l'hôpital, qui est pas celui du Laos, mais l'autre, avec la multiplication des monuments, classés monuments historiques en France. Vous avez dit que, comme dans un hôpital où personne ne mourrait, il faudrait qu'il y ait des morts à un moment ou un autre, donc ce serait une sorte de... J'ai pas dit qu'il faudrait des morts. Non. J'ai dit que... Non, justement, c'est le côté anti-économique de la culture. Voilà. Mais du coup, en tant qu'économiste de la culture, quelle serait votre solution? Est-ce qu'on va assister à un darwinisme, c'est-à-dire une sélection des plus forts des monuments et qui vont obtenir des moyens, qui vont survivre, et les autres vont disparaître? Et si oui, sur quelle base? Ou sinon, quelle politique culturelle pour faire face à cette augmentation du nombre de bâtiments classés qui réclament de plus en plus de fonds? Alors, il faut un effort public, c'est évident, avec des priorités qui soient liées à des questions parfois d'urgence et puis à des choix qui sont des choix esthétiques. Il faut cet effort public. Les propriétaires privés doivent faire un effort aussi, ils le font. C'est vrai qu'ils sont aidés par à la fois des incitations fiscales très importantes et aussi par des subventions. Ça, c'est une première chose. Il faut aussi sans doute faire des choix, à la fois dans les hiérarchies, mais peut-être faire des choix. C'est ainsi, c'est le devenir. Il faut peut-être aussi transformer des lieux. Vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, et je l'évoquais moi-même quand j'ai parlé de la piscine à Roubaix. Donc je trouve que c'est un lieu très intéressant, c'est-à-dire savoir transformer des lieux et leur donner une vie. Parce que ce qui est le plus difficile sans doute, ce sont les lieux que l'on veut conserver sans avoir trouvé un moyen de les faire vivre. Il y a des choses intéressantes là-dessus. Par exemple, en Bourgogne, vous avez des tas d'endroits qui sont des espèces de belles maisons qui vont permettre de vendre du vin. Dans le fond, on allie là, le patrimoine matériel, immatériel, une vraie activité économique qui se joue à l'exportation, etc. Et c'est vrai que par moments, il y a des choix à faire et ces choix sont parfois difficiles, oui. Ouais, et il y avait une question juste derrière. Ouais.
Alors en attendant que le micro arrive, pardon, il est déjà, mais je voulais quand même poursuivre sur cette idée. L'idée de la sélection naturelle, les plus forts survivront, ça rejoint quand même un peu les problématiques que vous avez déjà évoquées, qui sont celles du star system, conjuguées aussi à la question du mécénat, puisque cette inégalité que vous nous avez décrite dans la fréquentation des monuments et dans les musées, elle est aussi vraie dans l'affectation des fonds issus du mécénat, et donc ça veut dire que ça auto-renforce la position de certains musées. C'est juste, mais c'est vrai qu'il y a pas que la puissance publique, enfin, c'est aidé par la puissance publique, mais vous avez des initiatives très intéressantes. Par exemple, la Fondation du patrimoine, je trouve ça très intéressant. C'est une fondation qui essaye d'aider les propriétaires de maisons, notamment rurales, qui ont un intérêt architectural, patrimonial, qui se voient depuis la route. Donc il y a l'idée vraiment d'aider les paysages urbains à être conservés, et on va essayer d'obtenir des incitations fiscales, un peu d'argent, pour aider les propriétaires à conserver leur maison. Je crois qu'il y a aussi de l'éducation à faire. Moi, je suis très frappée, par exemple, en Normandie, vous voyez quelquefois des très jolies maisons à colombage qui sont en train de s'effondrer. Puis à côté, on a construit une petite maison en béton très standardisée. Alors pour deux raisons, à la fois des raisons économiques, c'est moins cher à chauffer, entretenir, etc. Donc ça existe. Mais aussi parce que peut-être il n'y a pas cette éducation à la préservation d'un paysage quand on n'est pas obligé de le faire. Merci. Monsieur, on va prendre peut-être une dernière question. Oui, c'était monsieur. Alors, donc, moi, je voulais aborder un sujet qui est lié au patrimoine culturel. Donc, c'est celui de l'évolution des institutions culturelles, en particulier au niveau des métiers. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que dans le musée, c'est plus simplement le conservateur qui est responsable. On voit aussi l'émergence de nouveaux métiers, des métiers qui sont pratiqués ici, des marketeurs, des experts de la communication, etc. On voit aussi que les institutions culturelles ont tendance à mener par exemple, des politiques de communication, des politiques marketing que beaucoup d'entreprises leur envieraient. Je pense notamment à la politique de communication du Louvre par rapport à l'acquisition d'un tableau de Cranach l'année dernière. Quel est votre sentiment à ce sujet ? Je pense que, comment vous dire, je suis aujourd'hui dans une école de commerce, c'est évident aujourd'hui que la conception qui prévaut, peut-être pas pour tout le monde, mais de plus en plus, et qu'il faut allier la réflexion, l'analyse patrimoniale ou culturelle et celle du manager, du marketing, etc. Par exemple, pour le Louvre, il y a des statuts intéressants. C'est obligatoirement un conservateur qui est à la tête du Louvre. Et puis en numéro 2, il y a un grand commis de l'État, qui est en général un haut fonctionnaire, et ils travaillent ensemble en mariant leurs compétences. Sans doute, j'en sais rien, avec des moments de heurts où il y a deux cultures qui s'affrontent. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors c'est vrai qu'un petit établissement ne peut pas s'offrir nécessairement un conservateur et un haut fonctionnaire. Mais c'est vrai que c'est ça l'idée, et peut-être que de ce point de vue-là, par exemple, la formation qui est faite à l'Institut national du patrimoine, on en parlait en introduction, où aujourd'hui les conservateurs n'apprennent pas seulement à conserver, à répertorier, à acheter des œuvres, à les mettre en valeur, etc. Mais ils apprennent aussi à la gestion, le droit, l'économie. C'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire marier les compétences. Et de ce point de vue-là, à travers votre formation, vous pouvez apporter énormément à la fois aux établissements culturels, et je crois aussi au niveau sans doute des services de l'État, mais plus encore des services des collectivités territoriales qui ont toutes des politiques culturelles qu'elles ont construites un peu sur le modèle de celles de l'État. C'est-à-dire que c'est Urfalino qui montrait ça très bien, comment, par exemple, les villes ont construit leur politique culturelle comme des petits ministères de la culture. Donc il fallait une médiathèque, un musée, enfin il faut tout ce qu'il faut pour avoir une politique culturelle complète. Et dans le fond, maintenant, on est dans une période où ces investissements souvent importants ont été faits, et il faut apprendre à gérer la culture, parce que si on ne la gère pas bien, on rencontre d'autant plus de difficultés pour mener une vraie politique culturelle. Donc il faut vraiment marier l'économie et la culture.
Alors nous, on a une anecdote très localisée à vous soumettre. C'est le mariage qu'on a conclu, dont on est très fiers, le mariage qu'on a conclu avec l'école du Louvre, puisque je ne sais pas si on l'avait évoqué ensemble, mais effectivement, depuis un an, on travaille ensemble, à savoir que l'école du Louvre accueille, dans le cadre d'un séminaire spécialisé, nos étudiants. Alors il ne s'agit que d'une introduction, mais c'est en tout cas un premier pas qui est fructueux. Et puis nous, en réciprocité, on accueille des étudiants de l'école du Louvre, donc là on en a 6 cette année. Et alors on fait vous savez, c'est la manie de l'évaluation des écoles de management. On fait ce qu'on appelle des débriefings, et j'ai bien noté pendant le débriefing du programme que les étudiants donc issus de l'école, donc manager, étaient très contents de l'apport que constituent leurs camarades historiens de l'art, et réciproquement, les historiens de l'art sont très contents aussi d'être un peu comme ça confrontés aux outils de la gestion. Donc ça va dans ce sens-là, mais cela dit, les premiers pas avec l'école du Louvre étaient un peu, on s'observe un peu en chien de faïence, et pourquoi devrait-on aller vers ce champ-là. Et là, l'expérience prouve que c'était plutôt une bonne idée. Mais je crois que ce dialogue, il existe aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors après, le mettre en musique, le rendre presque institutionnalisé, c'est autre chose, et ça demande quelquefois beaucoup d'efforts. Mais c'est vrai que ce dialogue entre le monde de l'économie ou du management, etc., et le monde de la culture, il existe. Alors quelquefois, c'est un dialogue, pas comme toutes les conversations. Quelquefois, on s'oppose. On ne vient pas des mêmes mondes, mais finalement on sait se parler et on a trouvé les mots pour se parler. Et je crois que le temps est très loin où c'était des mondes qui ne se parlaient pas, et ça c'est très heureux. Et je ne pense pas qu'on revienne là-dessus. Merci beaucoup Françoise Benamou, on a eu grand plaisir à vous écouter, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va nous nourrir pour nos futures activités. Merci beaucoup. Merci.